Wesh les mecs bien. Après une vidéo un peu plus longue et sérieuse que d'habitude, aujourd'hui on est reparti pour un top à la con. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? C'est genre les scènes qui étaient déjà incroyables en manga, mais qui sont devenues légendaires en animé grâce à leur OST. Voilà, j'espère le concept est compris. Et pour ça je vais donner un petit exemple que j'ai pas mis dans la vidéo. Voilà, vous voyez cette scène de Bleach où Ichigo se transforme en Vassal face à Elkura. Bah en manga la scène est incroyable. C'est super bien dessiné et tout, tu ressens bien la pression, mais la scène en animé a été sublimée. Alors certes au moment de la transformation il n'y a pas d'OST, mais au moment où Ichigo récupère son sabre et que l'OST se lance, tu vois Ichigo détruire le sol sans même le toucher. Les frissons qui traversent mon corps à ce moment-là c'est que j'ai jamais vu. Voilà, ça c'est un exemple d'une scène vraiment trop lourde qui a été embellie par l'animé et par les OST utilisés. Bref, intro est trop longue, passons à la première scène. Alors contexte. Voilà One Piece, on a un arc de Thriller Bark. Bon, c'est pas un arc de fou, c'est même un des arcs que j'aime le moins dans One Piece. Mais il a le mérite d'avoir une scène tellement légendaire que ça sauve tout le reste. Bon voilà, on a la fin de l'arc. Luffy a enfin battu le boss final, voilà, il est KO, il est cuit, il a plus aucune énergie. Il peut plus rien faire tellement il a accumulé de dégâts et de fatigue, c'est n'importe quoi. Bref, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, il y a un mec qui arrive. Et ce mec c'est qui? C'est le Shichibukai Bartolomeo Kuma. Et le problème c'est que ce mec-là, il est vraiment trop fort là. Et ce bâtard, il arrive, il gifle Piranha normal. Et après il va avoir l'équipage des Mugiwara. Et le problème encore une fois, c'est que bah Luffy il est KO là. Donc les seuls mecs debout, c'est Zoro et Sanji. Du coup, bah Zoro il affronte Kuma. Il lui lâche un Shishi Son, voilà la classe, mais bon ça le fait limite hein. Mais coup de chance, Kuma dit à Zoro qu'après un tel acte de bravoure de son second, il peut pas se permettre de tuer Luffy. Alors il donne un dilemme à Zoro, c'est soit il prend toute la fatigue et la douleur accumulée par Luffy, soit Luffy meurt. Et donc voilà, on connaît Zoro, il a direct pris la première option, ça c'était sûr, tu vois. Alors Kuma lui donne un petit bout de la douleur de Luffy pour lui faire goûter un peu ce qu'il attend, et là Zoro prend le petit bout de la douleur et là ça le cisaille de tous les côtés, ça le détruit, ça le met au sol et tout, bref c'est une dinguerie d'endurer juste ça. Mais vas-y, la scène elle s'arrête pas là. Zoro il a capté qu'il va peut-être y passer, alors il dit à Kuma laisse-moi juste aller ailleurs. Alors Zoro il se barre avec la douleur de Luffy, il rentre dedans. On a un cut et on se retrouve avec Sanji qui cherche Zoro, et là il le trouve et carrément je vais même pas vous raconter la suite. Je vais vous laisser savourer parce que la suite appartient vraiment à l'histoire cette fois-ci. Les frissons avec le to be continued à la fin là, vraiment c'était n'importe quoi. Mais même là à la base on parlait d'OST, mais là on a clairement devant nous la meilleure OST de l'histoire de One Piece, The Very Strongest par Koei Tanaka, et elle est trop bien placée, ça donne un côté épique à la scène alors que de base déjà elle est badass de fou frère. Ah, vraiment la Toei là ils sont vraiment gérés. C'est une des rares fois où j'ai préféré une scène de l'anime à celle du manga d'ailleurs, tellement ils font n'importe quoi de base. Et vraiment là c'est l'OST qui fait tout, ça transforme la scène, ça la met dans une autre dimension carrément là. Bref, une des meilleures scènes de One Piece qui est venue conclure et sauver un arc qui était pas terrible, qui nous a montré toute la confiance et toute la fidélité de Zoro envers Luffy, et ça vraiment c'était stylé. Bon alors, il n'y a pas besoin de beaucoup de contexte, mais je vais quand même un peu en donner. Du coup, cette scène se passe après la mort de Hugo Vin, membre de la Brigade Fantôme, tué par Kurapika pour venger son clan, qui a d'ailleurs pour but final de tuer tous les membres de cette dernière. Bref, voilà, vous avez au moins un peu le contexte de la scène. Le chef de la Brigade Fantôme, Kuroro Lucifer, a décidé de faire un requiem, qui est une prière ou un chant pour les morts dans la liturgie catholique. Et donc, ce chant, c'est quoi? Eh ben, c'est des morts, du sang et des bruits de balles, car oui, il a demandé aux membres de la Brigade Fantôme de faire couler le sang en hommage à Hugo Vin, car apparemment chez eux, pour célébrer mon cul. Bref, en gros, vous avez capté qu'avec une base comme ça, vous pouvez qu'avoir une scène de fou. Et ouais, c'est le cas dans le manga, c'est une scène vraiment incroyable. Sauf que le problème, c'est que l'anime a fait encore meilleur en nous sortant une des plus grandes OST de l'histoire des animés, Riot, qui a été produit par Yoshihisa Hirano, et c'est cette OST de fou couplée aux images de la Brigade Fantôme tuant des centaines de gens, et la voix de Kuroko Lucifer dessus, bah c'est juste légendaire. Et cette scène, ça me donne des frissons, mais des frissons jamais atteints. C'est n'importe quoi, vraiment, quand je la vois, j'ai des trucs bizarres dans mon corps, j'ai le sourire aux lèvres, j'ai envie d'embrasser le crâne de Togashi, c'est n'importe quoi. Bref, vous avez compris, cette scène, elle est vraiment trop méchante. Et d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure scène d'Hunter x Hunter. Bon, ça se tape quand même avec la mort de Meruem, mais bon, voilà, vous avez compris le délire. Voilà, vive Hunter x Hunter et vive le tueur de masse. Ouais, non, attends, je suis pas sûr de ça. Alors aujourd'hui, voir Eren se transformer en titan, ça n'a plus rien de fou, voilà. Voilà, ce malade, il a carrément essayé de détruire le monde, c'est un psychopathe. Mais bon, là, on retourne au tout début du manga. Alors pour faire simple, on va mettre un petit peu de contexte quand même. Au début de SNK, le manga nous faisait croire qu'on allait regarder une petite histoire post-apo, avec des forces de la nature titanesques éliminer l'humanité. Du coup voilà, logiquement, on voit les membres du bataillon s'entraîner pendant des années pour affronter les titans. Et nous, on était là, on était chaud, on pensait qu'ils allaient les fumer et tout, mais là...
La douche froide. On voit des dizaines de membres du bataillon se faire déchiqueter, se faire grailler, mourir dans d'atroces souffrances. Et là on se dit qu'en fait les protagonistes ils sont dans la merde. Et eux aussi ils pensent ça. On voit Armin perdre la raison et abandonner, il est à deux doigts de se faire manger. Mais non, Eren arrive, il le sauve. On se dit waouh, ça y est, Eren le héros va tous les sauver, c'est fini, ça va être trop stylé. Et non, encore une fois on se va prendre des revers. Et on voit Eren se faire manger. Et on se dit qu'il est mort. Mais en fait non, il est dans le corps du titan. Il voit les corps morts et tout. Il pète un câble, on voit 2-3 flashbacks. Et là la suite appartient vraiment à l'histoire pour le coup. La combinaison entre la tête d'Eren, ses yeux verts, la fumée qui se dégage de lui, son cri et l'OST de malade qui est Vogel Amka Fig, composé par Hiroyuki Sawano, qui est sûrement l'OST la plus légendaire de SNK. Ça donne une des scènes les plus légendaires de l'attaque des titans, vraiment. Parce que déjà de base la scène est stylée, mais en plus ça nous met dans l'incompréhension totale. Mais comment ça Eren peut se transformer en titan, c'est n'importe quoi, on est tous sous le choc, vraiment. Et c'est à partir de cette scène vraiment que l'attaque des titans est partie dans une autre dimension. Grâce au génie d'Isayama et à la mise en scène grandiose de Wood Studio, franchement c'était super propre, grand respect à eux, on peut que saluer le travail, franchement c'était super. さらばだブルマトランクスそしてカカロット Alors là on est sur une des scènes les plus émouvantes de Dragon Ball Z et ces scènes racontent tellement de choses sur le personnage de Vegeta que je vais pas forcément développer ici parce que d'autres l'ont fait bien mieux, mais je vais juste parler du fait que c'est sûrement la scène où Vegeta montre le plus de respect à Goku, avec celle où il fait son discours dans le monde des Kaioshin. Voilà, il y en a une des deux qui est plus émouvante que l'autre, hein, ça c'est sûr, mais au niveau du respect en vrai je les mets au même niveau. Bref, là on parle du sacrifice de Vegeta. Et avant de comprendre pourquoi la scène est aussi émouvante du début à la fin, faut prendre en compte une autre scène qui se passe juste avant, et qui d'ailleurs a aussi une OST incroyable. C'est le moment où Vegeta fait un speech à Trunks, son fils, avec une OST triste, qui est une des meilleures OST de l'histoire des animés sans abuser, en lui disant de bien s'occuper de sa mère, que quelqu'un a besoin de sacrifier pour vaincre Majin Buu, et que cette personne allait être lui-même. Et là le moment ultime c'est quand Vegeta dit à Trunks qu'il l'a jamais pris dans ses bras, en lui disant à quel point il l'aimait depuis sa naissance. Alors Vegeta approche, le prend dans ses bras, on a deux doigts de pleurer, et là bam il le met KO. On est comme Son Goten, on est dans l'incompréhension, mais pourquoi Vegeta a fait ça? Et là Vegeta il lâche un petit regard à Piccolo, et il met KO Goten. Et là c'est le moment où la chaîne devient plus que légendaire, c'est quand Vegeta va devant Buu, lui envoie 2-3 punchlines, lui dit qu'il va le battre, et là on a la meilleure scène de Vegeta tout simplement. C'est exceptionnel déjà en repensant à la scène d'avant, et ce qu'il dit à Trunks déjà c'est émouvant, mais en plus en faisant ses adieux, il pense à sa femme, son fils et à son plus grand rival Son Goku. Ça là c'est juste magique, c'est n'importe quoi. Et en plus à la fin de sacrifice on a la veuve qui dit un valeureux guerrier s'en est allé aujourd'hui. Et là c'est la phrase finale qui t'achève, et limite te fait chialer, franchement c'est trop méchant. Et vive Dragon Ball et comme dirait l'autre, Dragon Ball c'est la vie. Cette fois-ci, on va pas passer 4 heures sur le contexte, sur ce que raconte la scène. Parce qu'en vrai, c'est pas si important que ça, là, le plus important, c'est vraiment la scène en elle-même. Parce que la scène, c'est vraiment juste un gros coup de pression avec une OST de fou en fond, et ça marche super bien. Mais bon, comme je vous connais, je vais quand même remettre un peu de contexte, voilà. Alors là, on est au début de l'arc 41, voilà. On commence à nous les présenter, il y a l'espada numéro 6 Grimjo, qui envoie son équipe sur Terre pour soulever Ichigo et sa bande, parce que l'espada numéro 4 Ulquiorra avait pas fini le taf avant. Bref, il envoie ses gars, il y a un des gars qui se fait fumer par Rukia. D'ailleurs, assez stylé son moment, j'avoue, Rukia avait tué ça à ce moment-là. Et là, après tout ça, il arrive enfin, il lâche un des plus gros coups de pression de Bleach, avec une réplique devenue culte, et vraiment son moment était exceptionnel. Bon, en vrai, j'ai pas grand chose à dire, l'extrait parle lui-même. Voilà, on a tout, on a la surprise, la peur, le charisme de Grimjo. Et on a surtout l'OST totalement légendaire Nube Negra, composé par Shiro Sagisu, qui vient mettre cette scène dans la légende. Voilà, c'était juste exceptionnel. En plus, après, on a Grimjo qui boxe Ichigo, dans vraiment, on a trop bien mangé. Une scène légendaire pour un manga légendaire, vraiment. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas tourné et j'ai pas écrit trop, du coup, il y en aura pas, voilà. Dommage pour vous, il y aura pas tout trop aujourd'hui. Allez, salut. J'ai commencé à rimer dans le South Bronx. Y'a la forme, y'a le fond. Le prénom c'est Alpha, pour les putes c'est Alphonse. 0-0 secret comme Daniel Craig. Tu connais la formule, Jack Daniels grec. J'suis pas un Céronois qui se prend pour Kanye Drake. J'ai la chance de vivre du rap, certains de mes alliés crèvent. Les rappeurs parlent mais s'excusent vite.